Un paradoxe pour commencer. D'un côté, nous sommes bien davantage exposés aux sensibles à travers les nouvelles technologies, notamment qui mobilisent nos sens, nos émotions à un degré peut-être inégalé. De l'autre, notre environnement, notre culture, nos habitudes de vie nous privent de plus en plus d'expériences sensibles directement vécues. Alors comment l'expliquer ? Nos sociétés contemporaines sont-elles vraiment devenues hypersensibles ? Comment notre vie sensible a-t-elle évolué au cours du XXe siècle et ces dernières décennies ? Et au-delà, qu'est-ce qu'une histoire des sensibilités et du sensible ? Pour en discuter, Hervé Mazurel, bonsoir. Bonsoir Quentin Lafay. Vous êtes historien du corps, des sensibilités, des imaginaires. Vous êtes maître de conférences HDR à l'université Bourgogne-Europe. Vous êtes musicien. Vous êtes l'auteur d'une histoire des sensibilités aux presses universitaires de France que vous avez co-écrit avec l'historien Alain Corbin. Et vous co-dirigez l'excellente revue Sensibilité au pluriel, éditée par Anna Mosa. Avec nous également Julien Bisson. Bonsoir. Bonsoir Quentin. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le 1. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et la raison d'être de cette émission, Julien Bisson, c'est la une de l'hebdomadaire Le 1 qui pose la question: sommes-nous trop sensibles ? Alors pourquoi avoir consacré cette une cette semaine justement ? Eh bien parce que face à la contradiction que vous évoquiez tout à l'heure, hypersensibilité d'un côté, insensibilité de l'autre, on a jugé qu'il était nécessaire de partir à la découverte de ce qu'étaient véritablement nos sensibilités, comment elles étaient façonnées par notre culture, par notre morale, par nos technologies aussi, pour mieux comprendre leurs évolutions contemporaines, d'autant que ça ne vous a pas échappé, il y a un versant politique à la sensibilité, à l'heure où les nouveaux maîtres de Washington prônent l'agressivité masculine ou dénoncent la sensibilité de la génération flocon de neige. Trop sensible, à vous de juger donc. Alors Hervé Mazurel, je vous pose cette question compliquée, exprimée à l'instant par Julien Bisson. Sommes-nous trop sensibles et au-delà, sommes-nous dans une époque d'hypersensibilité ? Alors c'est une question qui n'est pas évidente pour un historien, puisque je suis censé suspendre mes jugements de valeur. Donc dans la dimension du trop sensible, il y a un jugement auquel je ne me rallierai pas nécessairement. C'est plutôt une question que les philosophes ou les psychologues pourraient trancher. Ce que je suis plus à même de vous dire, c'est si nous sommes plus sensibles qu'autrefois, et à quoi, et une des marques de cette sensibilité accrue qui pourrait être celle de notre époque, je pense, c'est notre sensibilité au vivant. La crise écologique que nous vivons, que nous traversons, nous a fait comprendre à quel point nos modèles extractivistes avaient rendu l'habitabilité de la Terre extrêmement compliquée, et progressivement comment nous avions perdu pied, sans doute au moment déjà de la métropolisation de nos sociétés à la fin du XIXe siècle, avec l'exode rural, la massification, ces villes qui sont devenues gigantesques. Nous avons perdu en quelque sorte un rapport aux vivants, aux animaux, aux plantes, plus généralement au cosmos, qui pouvait être le nôtre autrefois. Et nous sommes désormais plus attentifs, je crois. Les animaux ont été reconnus comme êtres sensibles il y a peu, juridiquement. Nous sommes sensibles à tout ce qui se passe dans les abattoirs, où on a de plus en plus de mal à accepter qu'une forêt soit abattue. Ça dit quelque chose, je crois, que notre sensibilité contemporaine. Ça veut dire que sur le long terme, l'historien que vous êtes constate que des champs de la sensibilité, des champs plutôt même des politiques publiques, des thématiques plus larges, entrent et sortent du champ de la sensibilité ? Alors, je ne sais pas s'ils entrent ou s'ils sortent, c'est plus des histoires d'accent, d'intensité. Mais vous voyez, par exemple, pour prendre un exemple historique un peu plus lointain, mais comment à l'époque romantique, par exemple l'âge romantique, au début du 19e siècle, il y a une bascule fantastique qui s'opère. Autrefois, tous les espaces illimités, du type le désert, la haute mer, la haute montagne, étaient des espaces jugés répulsifs. Et tout cela bascule avec la sensibilité romantique, et ça se voit d'ailleurs dans la peinture romantique, chez Turner ou chez Caspar Friedrich, tout d'un coup, en fait, ces espaces deviennent des espaces attirants. Et en fait, notre sensibilité au paysage, la nôtre encore aujourd'hui, est très marquée par le romantisme. Et donc, c'est le début de l'orientalisme, le goût pour les déserts, le goût pour la haute mer, le goût pour les hautes montagnes, la fameuse peinture de Caspar David Friedrich, l'homme au-dessus des nuages, où on cherche en quelque sorte la vibration du moi, de l'individu, face aux espaces illimités. Et voilà comment une bascule de sensibilité peut s'opérer, qui demande d'avoir du temps pour ça ne s'opère pas évidemment du jour au lendemain, c'est souvent sur plusieurs décennies. Julien Bisson. Oui, vous venez de définir la sensibilité comme cette vibration du moi.
Pour essayer de comprendre un petit peu de quoi on parle quand on parle d'histoire des sensibilités, c'est quoi? C'est les émotions, les sentiments, les passions? De quoi on parle quand on parle de sensibilité? Alors déjà, c'est un mot assez ancien, hein, qui date du XIVe siècle, qui a donc toute une histoire. Aujourd'hui, je dirais on pourrait définir de deux façons, soit de manière un peu plus restrictive, comme la sensibilité, comme l'interface entre le corps et notre environnement. Et si on veut la déployer un peu plus, ce qu'on a fait généralement en histoire des sensibilités, c'est-à-dire au fond, on entend par sensibilité l'ensemble des manifestations de la vie affective, hein, et on va de l'histoire des sens, hein, du goût, de l'odorat, comment progressivement la vue, par exemple, est devenue l'axe privilégié de notre relation au monde, ce qu'il n'était pas au XVIe siècle encore. L'histoire des sens, l'histoire des émotions, hein, plus spontanées, mais nos émotions, elles sont façonnées socialement, elles évoluent, il y a des émotions qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, aussi contre-intuitives que ça puisse paraître, hein, on pourra y revenir si vous voulez. Et puis l'histoire aussi des choses plus durables, hein, des sentiments, des passions. On peut écrire une histoire de l'amour, une histoire de la haine, une histoire de la cruauté, hein. Longtemps, on ne s'est pas intéressé à ces objets-là, et pourtant, ils sont pleins d'histoires, hein, pétris d'histoires collectives. Je voudrais vous propulser tous les deux et moi avec vous dans le Paris du XVIIIe siècle, près du Grand Châtelet, hein, grâce à l'archéologue du paysage sonore Mylène Pardoën. Et on va tenter de comprendre justement ce que les personnes de l'époque percevaient de ce quartier. Voilà ce qu'on pouvait entendre lorsqu'on traversait le Grand Châtelet au cours du XVIIIe siècle. Hervé Mazurel, est-ce que c'est cela que vous examinez en tant qu'historien, ce que l'on pouvait ressentir, percevoir parce que le monde a changé, ou alors vous allez justement tenter de comprendre comment ces émotions, ces sens évoluaient en tant que tels, indifféremment du monde qui nous entoure? Non, les sensibilités n'évoluent jamais sans être en totale interaction avec l'évolution des croyances collectives, des convictions scientifiques, des ruptures technologiques, etc. Là, ce qui me frappe, bien sûr, c'est un paysage sonore où il n'y a pas de klaxon, il n'y a pas de voiture, il y a pas de... c'est un paysage sonore d'une ville voilà, très ancienne, hein, où on entend le bruit des sabots, voilà, le fleuve qui... Voilà, et beaucoup, surtout, des gens qui parlent, hein, des gens qui sont dans une sociabilité permanente, parce qu'au fond, on vit aussi beaucoup en dehors de nos maisons. On est dans la rue sans arrêt, hein, et donc ça brasse sans arrêt du monde, hein. La rue était la maison, pardon, était beaucoup plus ouverte sur la rue à cette époque-là qu'elle ne l'est aujourd'hui. S'est opéré une sorte de renfermement sur le foyer, sur la maison, qui est devenu, voilà, passer le seuil des maisons, hein, c'est devenu plus compliqué après, au 19e et au 20e siècle. Si je repose un peu mieux ma question, parce qu'elle était mal posée, pardonnez-moi, est-ce qu'un Parisien du XVIIIe siècle entend ce son de la même manière que nous aujourd'hui? Ah, d'accord. Non, pour une raison très simple, c'est que lui-même a d'abord, il y a la hiérarchie des sens a pu évoluer. On a assisté, hein, là encore, au fil des siècles, à une montée en puissance des sens dits nobles, des sens de la distance, de la vue et de l'ouïe, hein, qui sont devenus proéminents dans notre manière d'être au monde. Là où, au XVIIe ou même encore au XVIIIe siècle, on avait un rapport au monde qui était plus polysensoriel, plus synesthésique d'une certaine manière, qui engageait la totalité de la sensibilité, hein. Donc voilà. Et puis les seuils de tolérance étaient aussi très différents, hein. Les seuils de tolérance au son, hein, au bruit, hein. Peut-être que voilà, ils étaient peu sensibles aux bruits animaux, au bruit de la vie autour, hein, et au tapage festif potentiel dans la rue, hein. Mais par contre, ils ne supporteraient pas les agressions sensorielles de la ville moderne, hein. C'est très probable. Donc nos seuils de tolérance au son, hein, mais c'est vrai de tous les messages sensoriels, change avec le temps, hein. Donc c'est évidemment, ça suppose un effort d'imagination, hein. On ne pourra jamais totalement sentir comme ils ont senti, mais encore faut-il, hein, s'y essayer. Julien Bisson. Vous parlez d'effort d'imagination, justement. Comment est-ce qu'on construit une histoire des sensibilités? Ça paraît un peu intangible, évanescent quand même, ces émotions, ces sensations. Alors déjà, ça se construit à partir de sources qu'on a à disposition. Les sources, les sources, les documents qu'aiment à manier les historiens des sensibilités sont d'abord et avant tout les archives de soi, la correspondance, le journal intime, les carnets de voyage, les carnets de guerre. Les voyageurs sont toujours très intéressants parce qu'ils disent des choses que les autres ne voient pas, n'entendent pas, hein, mais on peut aussi utiliser des sources notariales, des sources judiciaires. Il y a toujours quelque chose qui passe de la vie sensible et affective des contemporains.
Et puis, si je voulais vous donner un exemple concret, si j'en ai le temps, pour bien sentir cela, par exemple, l'histoire des larmes, magnifique histoire à faire. L'histoire des larmes. Je remonte à l'Antiquité, je vais loin, mais c'est pas pour rien. Achille, Achille pleurait et pleurait abondamment dans l'Iliade, et pour autant, il restait l'archétype même du guerrier idéal. 5 siècles plus tard, Sophocle, Échille, Euripide, dans la tragédie classique, les hommes ne pleurent plus, et les larmes deviennent l'attribut du féminin. On se dit, c'est parti pour une très longue histoire, où il y a une sexuation des sentiments qui sera non pas à Rome, là je fais référence au livre de Sararel, Les larmes de Rome. En fait, on comprend que le régime des pleurs des Romains n'est pas du tout celui auquel on s'attend. Même les puissants pleurent, les généraux, les consuls, ils pleurent également, ostensiblement, publiquement. Vous voyez comment en fait toute cette vie émotionnelle varie à travers les sociétés, les temps, les lieux, tout ça. Hervé Mazurel, est-ce que lorsqu'on fait une histoire des sensibilités, comme vous le faites, est-ce qu'on fait une histoire intime ou on fait une histoire sociale ? Alors on fait précisément les deux à la fois, c'est-à-dire que l'effort qu'on essaie de fournir, c'est justement de sortir de ce compartimentage entre société et individu, comme si on devait penser la société et l'individu dans des compartiments séparés. Ce qu'on cherche à montrer, c'est au fond que la société nous travaille, nous modèle de l'intérieur, elle nous agit autant de l'intérieur que de l'extérieur, précisément parce que nous avons été socialisés enfants, nous avons intériorisé le monde social sous forme d'affect, d'ailleurs des prescriptions, des condamnations, et en fait la société, elle nous agit. Elle est en nous, même au plus intime, dans des rêves. Ça paraît, par exemple, le rêve paraît le lieu le plus intime par excellence. La société encore est présente. Nous rêvons des matériaux sociologiques. Nous rêvons pas seulement de notre père, notre mère, notre sœur, etc. Nous rêvons que nous sommes paysans, banquiers, agriculteurs, explorateurs, tout ce que vous voulez. Il y a du social et de l'histoire qui rentrent dans nos rêves. La voix de Guy Petit-Demange, il s'exprimait en 2003 sur l'antenne de France Culture à propos de Merleau-Ponty dans l'émission intitulée « La vie comme elle va ». Ce que vous dites ramène très bien à l'idée fondamentale de Merleau-Ponty, c'est-à-dire que notre rapport au monde est un rapport de perception. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport de perception? C'est un rapport du corps. C'est pas du tout un rapport de l'esprit. C'est un rapport charnel. Donc, parfaitement individué. Donc, toutes les perceptions que l'on a du monde sont des perceptions, si je puis dire, multiples. Il y a vous, il y a moi, il y a un tel, il y a un tel. Donc, il y a une espèce de multiplicité de perceptions du monde qui sont données dans l'expérience sensible. La chose essentielle qui apparaît dans cette perception du monde, et je crois que ça, c'est un peu le cœur de la pensée de Merleau-Ponty, c'est que nous sommes relation avec le monde. Julien Bisson, je vous donne la parole. Merleau-Ponty, c'est votre domaine. Hervé Mazurel, on entend ici de la perception du monde. Ça pourrait paraître quand même quelque chose de très naturel, la perception du monde par nos sens, par nos émotions. Pourquoi est-ce que c'est socialement construit, justement ? Alors c'est vrai qu'on a l'impression, comme ça, quand on est face au monde, qu'en fait, nous enregistrons le monde de manière assez passive. Le monde vient à nous à travers des impressions, des sensations, et on a l'impression que notre corps est passif, qu'il les reçoit. En réalité, comme le dit très bien David Le Breton, nos sens ne sont pas des fenêtres sur le monde qui nous donnent un accès direct, en quelque sorte, au réel, mais sont des filtres. Sont des filtres qui tamisent le flux, le chaos des stimuli sensoriels qui nous viennent du dehors. Et pour comment cela se fait-il ? Précisément parce que nous avons été éduqués d'un point de vue sensoriel. Il y a une socialisation sensorielle qui s'opère dès les premières années. C'est-à-dire que pour s'orienter dans le monde, pour l'habiter, nous sommes obligés de sélectionner parmi tout ce chaos d'impressions. Et c'est bien souvent dans le cadre de la famille, dans le cadre de l'école, voire dans la sphère religieuse, qu'on apprend à apprécier des saveurs, à décrire des odeurs, à avoir des goûts et des dégoûts. Vous voyez, en fait, tous ces apprentissages-là premiers font que nous sommes socialisés pour pouvoir sélectionner dans tout ce chaos sensoriel les informations qui sont pertinentes pour notre existence, mais qui ne seraient pas la même si nous habitions dans le Grand Nord ou je sais pas, dans les mers du Sud, par exemple. Vous avez évoqué, Hervé Mazurel, un peu plus tôt dans cet entretien, les seuils de tolérance. Les seuils de tolérance qui évoluent. Évidemment, on n'a pas le même rapport, la même tolérance au bruit, au tapage festif. C'est ce que vous évoquez. On n'a pas non plus le même rapport aux mauvaises odeurs, à la souffrance physique selon l'époque dans laquelle on vit. Qu'est-ce qui marque des ruptures de ces seuils de tolérance? Comment est-ce qu'ils évoluent dans le temps? Est-ce qu'on parvient à le savoir? Alors, pour prendre un exemple tout simple, que j'emprunterai à Alain Corbin, pour écrire l'histoire on peut écrire une histoire de la douleur, des seuils de tolérance à la douleur. Il montre très bien comment, au 19e siècle, émergent ce qu'il appelle les 3 A, les antalgiques, l'anesthésie et puis les analgésiques. Et comment, en fait, tout cela vient transformer profondément notre vulnérabilité à la douleur. Cela nous rend plus douillets à la douleur que nos ancêtres. Et que, par ailleurs, c'est opéré grâce à cela, ce qu'il appelle une pacification de la ceinture
chirurgicale. On voit plus ces souffrances qu'on voyait pendant les guerres napoléoniennes, par exemple. C'est quelque chose qui s'est pacifié dans la scène chirurgicale. Voilà comment, par exemple, on peut attraper une transformation d'un seuil de tolérance. Une autre seuil de tolérance, un seuil de tolérance passionnant, c'est l'histoire des seuils de tolérance à la violence et à son spectacle. Comment peut-on imaginer qu'en 1757 encore, lorsqu'on suppliciait Damien sur la place publique, qui avait essayé d'attenter à la vie de Louis XV, il a été supplicié pendant 6 heures devant une foule immense, avec des familles, avec des parents, enfants, etc., qui restaient là des heures pour assister au spectacle. Et cette scène qui nous paraît... et sans s'évanouir... Qui est écrite par Michel Foucault dans Surveiller et Punir, et qui est affreuse, elle est abominable, rien qu'à la lire, nous, elle nous serre le cœur, rien qu'à la lire. Vous imaginez là, être présent sur place. Et puis en même temps, 30-40 ans plus tard, les foules disparaissent de ces manifestations-là. Ça n'est plus possible. Et progressivement, l'exécution publique quitte la place de Grève, s'en va vers les marges de Paris, et puis après, ça sera dans les enceintes des prisons. Et puis tout au bout de cette histoire-là, des seuils de tolérance au supplice, à la visibilité de la mort donnée, à la fin, il y a 1981, il y a aussi la suppression de la peine de mort en France grâce à Robert Badinter. Le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le 1, Julien Bisson. Est-ce que l'évolution, Hervé Mazurel, l'évolution de ces seuils de tolérance suit un mouvement linéaire ou est-ce qu'il peut y avoir des allers-retours, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui ? Oui, c'est cela qui rend parfois les choses difficiles. C'est que, évidemment, il y a des mouvements de va-et-vient. J'en parlais par rapport aux larmes. On aurait pu croire que le régime des larmes de la Grèce classique allait se perpétuer. Et au moment de la christianisation de l'Empire romain, il y a encore une resémantisation des larmes. Par exemple, disparaissent les pleureuses lors des enterrements. Il y avait des pleureuses professionnelles qui étaient là. Mais dans le régime chrétien de sensibilité, puisque la vraie vie est dans l'au-delà, on n'a plus besoin de pleureuses. Vous voyez, donc il y a des mutations comme ça qui s'opèrent, il y a des va-et-vient. Et puis, ce qui est très difficile pour nous, c'est qu'évidemment, on peut distinguer des trends, des tendances, des tendances, mais il y a toujours aussi des contre-tendances à l'intérieur. Il y a des résistances. Là, pour le coup, de parler de quelque chose de très contemporain, on peut lire la révolution MeToo comme une révolution des sensibilités collectives, comme une révolution, finalement, qui est amenée de loin, comme un mouvement de profondeur, dont on a compris tout d'un coup l'importance, parce que, grâce à certains événements éditoriaux, ou des affaires qui sont liées au cinéma, tout d'un coup l'événement nous révèle que quelque chose s'est transformé, que les seuils du disciple et de l'indicible, du supportable et de l'insupportable ont évolué. On ne supporte plus les blagues graveleuses d'autrefois, certains modes de séduction d'autrefois, des formes de harcèlement, des violences faites aux femmes au sein du foyer ou au dehors. Toutes ces choses-là ont basculé et on se dit quelque chose. Mais il y a aussi évidemment des résistances au mouvement MeToo, des contre-tendances. Et donc c'est la confusion des époques et dans chaque époque, d'une certaine manière. Dans le panier des sensibilités, Hervé Mazurel, vous incluez les goûts dont vous avez un petit peu parlé. Comment est-ce que vous les définissez ? D'abord, je repense évidemment à la phrase de Bourdieu, le goût est défini chez lui par la négative. Le goût, c'est d'abord le dégoût des goûts des autres. Mais comment est-ce que l'historien aborde cette question et l'évolution de ces goûts à travers le temps ? C'est très difficile, en effet, de définir le goût, et je pense qu'on peut difficilement faire mieux que la proposition de Pierre Bourdieu. C'est-à-dire, au fond, des jugements de goût, nous en faisons tout le temps, au quotidien. C'est beau, c'est laid, c'est bon, c'est mauvais. C'est même l'objet de ma première question à laquelle vous avez refusé de répondre, c'est dire. Pardon, excusez-moi. En effet, on ne peut percevoir l'évolution des goûts que grâce au dégoût, des goûts des autres. Et donc, il y a tout un tas d'enjeux de distinction sociale qui sont manifestent dans cette forme de dégoût à l'égard des manières d'être, des conduites des autres, mais aussi de leurs habitats, de leur goût ou vestimentaire ou de décoration, etc. Et évidemment le goût classe, le goût classe socialement. Et donc c'est très intéressant de voir aussi comment la stratification sociale, les tensions entre différentes couches sociales se révèlent dans ces jugements de goût. Et comment ceux qui aspirent à monter dans l'échelle sociale, généralement, vont singer ceux de la classe supérieure, c'est des jeux de mimétisme et de distinction. Les bourgeois, avant la Révolution, vont essayer d'aspirer à des modes de vie aristocratiques, ou en tout cas c'est le bourgeois gentilhomme, d'avoir l'air d'aristocrate, sans parvenir tout à fait au résultat voulu. Et puis progressivement, ceux qui sont singés, ceux qui sont mimés, eux, au contraire, cherchent à se distinguer encore. Donc, raffinent l'étiquette pour la rendre encore moins copiable, moins imitable. Donc, il y a toujours dans ces affaires de goût, des affaires de distinction sociale, et donc des jeux de mimétisme et de distinction qui sont fascinants d'un point de vue sociologique. De distinction et de hiérarchie. Julien Bisson. Vous rappeliez en début d'entretien que
dans cette histoire des sensibilités, c'était aussi une histoire des émotions et que certaines émotions disparaissaient et donc que d'autres naissaient. Quelles seraient finalement les émotions nouvelles de notre époque? Euh, Ça, c'est une excellente question. Alors, oui, je parlais un peu de la question des émotions, de la sensibilité au vivant. Hein. Je crois que j'avais fait un petit article l'année dernière dans un quotidien sur un arbre qui était qui a été abattu en Angleterre, qui était sur le mur d'Adrien, qui est un arbre pluricentenaire, qui avait une longue histoire. Hein, mais ça a été vécu comme un trauma, dans les îles britanniques, véritablement, que cet arbre, qu'on ait osé porter atteinte à cet arbre durant une nuit, hein, qu'on l'ait coupé. Alors, il y a évidemment une dimension patrimoniale, mais il y a aussi une dimension écologique, les deux ensemble. Hein. Et aujourd'hui, on le sent, hein, dès que quelqu'un s'attaque à un arbre ou une forêt, là, on est tout de suite beaucoup plus tendu qu'autrefois. Ça dit quelque chose de l'évolution de nos émotions contemporaines, hein, mais on pourrait sans doute, là, je n'ai pas tout de suite là qui me viennent en tête, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est les émotions qui naissent avec des révolutions technologiques. Pensez à la première fois au 19e siècle, on a inventé l'enregistrement sonore, hein, les premières voix qu'on a pu entendre. Le cinéma, quand il est arrivé, ce mouvement, hein, les émotions nées avec le cinéma. Et en fait, à chaque révolution technique ou technologique, il y a des émotions nouvelles aussi qui surgissent bien souvent. Et il est évident qu'avec nos smartphones, nous aussi, de nous voir rire devant un smartphone ou de voir des jeunes qui sont en train de se filmer et qui rigolent pour pouvoir briller sur Insta ou sur autre chose. Il y a quelque chose qui surprendrait beaucoup nos aïeux, hein, plus anciens, hein, qui disent mais qu'est-ce que c'est que ces nouvelles pratiques et ces émotions nouvelles, mais qui naissent en fait avec un objet neuf. Je souhaiterais vous faire entendre la voix de Guillaume Voisin. Il est technicien du son, c'est un créateur sonore, c'est également un chercheur de silence. Il s'est fixé pour mission de trouver en France les zones où le silence se logeait. La ruralité, disons, est parsemée et maillée de routes, d'endroits exploités, que ce soit des usines, des champs d'agriculture, etc. Donc finalement, en France, on se rend très vite compte que contrairement à l'Australie ou aux États-Unis, qui ont des grands espaces de nature, c'est très compliqué. Donc en France, ça va plutôt être des zones comme le parc national des Cévennes, par exemple, qui sont des endroits où il y a très peu d'industrie, très peu d'agriculture. C'est vrai que les avions de grande ligne, même quand ils passent très haut, induisent quand même un très gros bruit, sachant qu'il n'y a pas d'obstacle pour les contrer. Notre cerveau fait en sorte qu'on ne les entende plus, sinon on deviendrait fou. Et finalement, quand on va chercher, on les trouve, ils sont pas loin. Ce qu'on cherche, c'est pas le vrai silence, le silence absolu. Ce qu'on cherche, c'est surtout une sensation de paix, une sensation où déjà on va trouver un endroit paisible, où on va pouvoir apaiser notre pensée, s'abandonner et écouter aussi notre silence intérieur. L'idée, c'est que quand on sauve le silence, finalement, on sauve tout le reste. Magnifique exploration que celle de la recherche du silence. Hervé Mazurel, est-ce que les sensibilités, et je pense notamment à la pollution sonore dans ce cas-là, est-ce que les sensibilités peuvent être à l'origine de mobilisations individuelles, on l'a entendu, mais de mobilisations politiques, sociales plus larges ? Oui, la question des sensibilités n'est pas du tout une question apolitique, hein, comme certains pourraient l'imaginer. D'abord, on pourrait réfléchir à la manière dont aujourd'hui, ou à la place des émotions en politique aujourd'hui, hein, on assiste à une sorte de gouvernement par les émotions, un gouvernement des émotions qui est quand même assez inquiétant. C'est-à-dire qu'on supporterait plus, sans doute, dans l'Assemblée nationale, des discours de 3 heures comme sous la Troisième République. Hein, on cherche à émouvoir, hein, pour gouverner et pour mieux manipuler sans doute aussi, hein, mais voilà, l'émotion dans le champ politique. Et puis par ailleurs, évidemment, il y a une extension, vous l'évoquiez à l'instant, une extension très grande des possibilités je dirais de sensibilisation, hein, pour le coup de sensibiliser à certaines causes. C'est magnifique l'extrait que vous avez passé, la question des silences, où rechercher le silence en France, hein, et qu'est-ce que cela permettrait, hein, les textures de silence changent à travers le temps. J'en parlais souvent avec Alain Cormin, que cette question a beaucoup intéressé, hein, on n'a plus évidemment dans les classes, le silence d'autrefois, c'est peut-être un bien, c'est peut-être un mal, ça, mais en tout cas cette espèce de silence qui était fou sous la Troisième ou la Quatrième République, hein, mais parce que voilà, on n'a plus ces textures de silence, ou encore un peu dans les églises, hein, mais lui s'était intéressé notamment au bruit des cloches, et il disait mais
au fond, avant la cloche, sous la Révolution, enfin même après, hein, les cloches dans les campagnes indiquaient tout un tas de choses. L'arrivée du précepteur, un incendie, voilà, des temps collectifs, des rituels collectifs. Et cette signalisation sonore, aujourd'hui, elle ne fait plus sens pour personne, ou presque. Hein, ou, voilà, on n'est plus attentif aux cloches. Donc ce qui évolue, ce sont des modalités d'attention au son ou à d'autres choses. Ah, mais on peut tout à fait imaginer, en effet, là, dans ce sens-là, hein, que le monde politique intervienne, hein, pour faciliter l'existence de parcs entiers, hein, où la qualité de l'existence, hein, et la qualité du silence soient préservées, voilà, nous protéger du tapage sonore permanent ou des agressions sensorielles venant de l'industrie ou venant des routes, etc. Hein, il y a tout un tas je dirais de possibilités politiques, hein, à venir sur ces questions-là. Merci beaucoup Hervé Mazurel de Merci vraiment. ces explications. Vous êtes historien du corps, des sensibilités, des imaginaires, on l'a entendu. Vous êtes maître de conférence à l'université Bourgogne-Europe, vous êtes musicien, vous êtes auteur d'une histoire des sensibilités coécrit avec Alain Corbin et qui a paru aux presses universitaires de France, et vous co-dirigez la revue Sensibilité chez Anna Mosa. Julien Bisson, on trouve d'autres plumes, hein, qui parlent de sensibilité dans l'hebdomadaire Le 1 cette semaine. Qui est-ce que l'on trouve par ailleurs? Eh bien, outre Hervé Mazurel, nous trouvons Christophe André, Sama Karaki, Anne Muxel, ou encore un texte d'Alfred Dreyfus qui raconte à sa femme la différence entre sensibilité et sensiblerie. Une belle promesse et bien d'autres noms. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Question du soir.